Le plan numérique de l'école à l'entreprise. Bienvenue dans la première épisode du balado Le plan numérique. Je me présente, mon nom est Alexandra Coutelet. Je suis conseillère pédagogique en intégration du numérique. Donc, je travaille principalement avec des clientèles au primaire et au secondaire, avec des enseignants. Je vais dans des classes, je donne des formations et tout pour l'intégration du numérique. Moi, c'est Danny Dumont. Je suis directeur général d'une entreprise en aéronautique. Par contre, précédemment à cet emploi-là, j'étais directeur opération, technologie, innovation et depuis toujours un transformateur, innovateur en entreprise. À la maison, toi puis moi, on a souvent des conversations sur le numérique. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais disons que on a souvent des conversations en lien avec le numérique. Puis ça revenait souvent, qu'est-ce qui se fait dans les écoles pour comment ça fonctionne, puis toi de ton côté, comment ça fonctionne, comment qu'on prépare les élèves à être les futurs employés, puis vice-versa, là, toi, ça t'intéressait aussi. Bon, puis en plus, dans ce que je vivais tous les jours, je me demandais toujours comment on peut aller encore plus vite dans notre transformation numérique en entreprise. Puis les plus gros défis que moi je vois et que je voyais, c'est la vitesse à laquelle l'appropriation technologique de nos employés se faisait, puis la vitesse à laquelle les gens étaient prêts à embarquer. Souvent, le plus gros défi en fait de la transformation, c'est la résistance au changement. Puis je me disais tout le temps, mais pourquoi qu'à l'école, ils poussent pas encore plus, puis plus loin, plus vite avec les outils technologiques, les outils numériques pour que quand les employés arrivent en entreprise, ben ils sont déjà familiers avec ça. Ça peut aller encore plus vite dans nos transformations. Puis ça rend nos entreprises puis notre société encore plus compétitive. En éducation, on a un plan, là. On a le plan d'action numérique, là. Tu le sais parce que je t'en ai parlé, mais c'est pas connu peut-être de tout le monde. C'est pour ça qu'on a décidé de structurer notre balado avec le plan numérique en éducation qui comporte 12 dimensions. On n'aura pas 12 épisodes finalement, on va en avoir un petit peu plus que ça parce qu'il y en a que le sujet était tellement large que ça va faire peut-être 2 ou 3 épisodes. Donc, d'ici décembre, on vous propose de voir les 5 des 12 dimensions là, dans les prochains épisodes. En entreprise, il y a un plan de transformation numérique aussi que le gouvernement du Québec et le ministère de l'économie du Québec poussent et promouvoient à travers Investissement Québec. Mais on revient toujours aux 12 dimensions quand on se parle parce que moi, je me dis, ben il faut bâtir avec la fondation, puis les gens qu'on veut engager puis qui sont nos innovateurs en entreprise puis ceux qui nous amènent plus loin, ben ils sortent des écoles, ils sortent du système scolaire puis on les engage. Puis je me dis, c'est de là qu'il faut que ça parte. Fait qu'on a décidé, comme Alexandra disait, de tourner le balado autour des 12 dimensions du plan numérique de l'éducation, justement pour construire sur la fondation puis voir comment ça peut nous aider à être plus efficace en entreprise, mais aussi favoriser la numérisation et la transformation numérique. On va se présenter un petit peu pour ceux qui nous connaissent pas. Bon, parle-nous de toi, là. Bon, je vais commencer. Bon, moi, le numérique, c'est présent depuis très, très, très longtemps dans ma vie. J'ai des parents qui ont toujours eu une très grande ouverture d'esprit puis une curiosité pour tout ça. Là, je me souviens que mon père avait un cellulaire dans l'auto. C'était bien impressionnant. Il y avait personne qui avait ça. On a eu des ordinateurs quand ça a sorti. On était vraiment à l'avant-garde d'essayer différentes choses. Personnellement, mon expérience avec le numérique, ça a été beaucoup de l'auto-apprentissage. Par exemple, en congé de maternité, il y a de ça déjà 20 ans, ben j'ai appris en HTML à bâtir un site web en allant regarder le code source et tout. Donc, mon intérêt pour le numérique, là, il a toujours été très présent. Par la suite, je suis devenue enseignante. J'enseignais l'anglais langue seconde au secondaire. J'ai toujours intégrer le numérique dans ma pédagogie, que ce soit d'amener les élèves au laboratoire informatique. Là, maintenant, on a des laboratoires mobiles puis ils ont des appareils entre les mains, mais avant, on avait le fameux laboratoire informatique. Je pense que tu as connu ça aussi, Dani. On a tous été au petit laboratoire. J'ai eu des Chromebooks dans ma classe. Les premières flottes qu'on testait, c'était quoi cette bébite-là et tout. J'ai aussi enseigné un cours en option informatique. On l'appelait option numérique, justement. Ça, c'était une carte blanche pour explorer un paquet de choses. On a fait du code, on a fait de la robotique, on a fait toutes sortes de choses. Et depuis quelques années, là, je suis conseillère pédagogique en intégration du numérique. Fait que je travaille avec les enseignants à
toutes sortes de projets, que ce soit des formations là, vraiment de base pour prendre le virage info-nuagique jusqu'à des projets en réalité virtuelle. Donc, je m'amuse énormément dans mon rôle actuel. J'ai fait des études aussi, j'ai fait un DESS en technologie éducative et là, je continue vers la maîtrise aussi. Là, je veux faire de la recherche au niveau justement de la réalité virtuelle qui est mon dada. On en reparlera d'ailleurs dans un autre épisode. Ouais, on a un épisode là-dessus. Dans mon cas, moi aussi, j'ai toujours vraiment poussé la techno. Par contre, c'était pas autant dans mon jeune âge. On n'avait pas des moyens aussi facilitants quand j'étais jeune. On n'était pas très aisé. C'est vrai que t'es beaucoup plus vieux que moi. Ben, c'est ça, tu sais. Mais quand j'ai eu mon premier emploi là, à la suite de mon premier diplôme en aéronautique, parce que j'en ai eu d'autres après, mais bon, je me suis tout de suite acheté un ordinateur. Ma première connexion Internet, c'était en 1994. C'est arrivé à peu près en même temps du début de l'Internet au Québec, même que j'avais un abonnement Internet, mettons, on the side un peu, qui venait des États-Unis au début. Ça m'a toujours fasciné et excité. J'ai toujours été le geek là, dans mon entourage. Fin des années 90, mon système d'exploitation, c'était Linux. Je m'amusais avec ça, puis c'était vraiment compliqué parce que il y avait pas les drivers, il y avait pas les installations nécessaires, puis là, ben, il fallait gosser puis essayer que ça marche. Donc, pour moi, ça, c'est... Et puis les années qui ont suivi, après, j'ai même parti une compagnie en intelligence artificielle en 2003 avec un ami. Bon, ça n'a pas marché. J'imagine qu'on était un petit peu trop en avant de notre temps, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai écrit un livre sur l'Internet en 2006, Le petit guide de l'Internet. Ça, c'est livre quand même... que j'ai même pas lu. On est ensemble depuis super longtemps, puis je l'ai même pas lu. Ouais, mais bon, c'était super bon, là. J'en doute pas, mais là, ça doit dater un petit peu, par exemple. Pas tant, c'est toujours autour de Google, fait que, tu vois, c'était quand même pas pire. Quand même. Puis même en 2007-2008, là, j'avais lancé un site web. Vous pouvez aller voir dans les archives web, là, j'ai regardé tantôt, puis ça existe encore, ça s'appelait iRealityAds.com. Puis l'objectif à travers la plateforme YouTube, c'était de faire des ads, des ads de personnes officielles. Tu sais, c'était un peu le concept de l'influenceur, mais avant son temps, là, qu'on voit aujourd'hui. Fait que, tu vois, je pense que j'ai toujours été très... j'essaye des affaires, puis je pousse. En 2009-2010, j'étais directeur de technologie et opération dans une entreprise, puis j'avais engagé un petit jeune qui aujourd'hui il finalise sa maîtrise en intelligence artificielle puis en programmation génétique. Il va se reconnaître. Il travaille chez Deloitte maintenant, mais je l'avais engagé juste pour développer des apps dans iPod pour aider nos machinistes dans leur travail, à les guider à travers leur travail. Puis dernièrement, en 2019, j'ai terminé une maîtrise en Industrie 4.0 sur la valorisation des données puis en data literacy. Ça, on va revenir là-dessus dans un épisode futur. J'ai parlé beaucoup de 4.0 aussi. Ça, on va revenir. Je vais en reparler un petit peu éventuellement. Donc, ça donne une idée aux gens de qui on est. On n'est pas, moi, je me qualifie pas d'experte en numérique. Je pense que d'être expert, c'est dans certains domaines, c'est possible, là, mais dans tout le numérique au grand complet, je pense qu'il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée pour se tenir à jour. Mais on a tous les deux cette curiosité-là, cet intérêt-là. Et bien sûr, ben on a un paquet de connexions avec des gens dans le domaine. Donc, chacune des épisodes va aussi être des discussions avec ces gens-là qui sont aussi des acteurs du numérique, là, que ce soit en éducation puis en entreprise. Ben, tu sais, c'est sûr que tu te qualifies pas d'experte, mais si on demande à tous les gens de ton milieu, ils vont peut-être dire que tu l'es. Fait qu'à un moment donné, bon... On leur demandera pas, d'accord? T'es pleine d'humilité, là, je comprends, mais... OK, fait que toi, t'es l'expert, c'est bon. Non, pas vraiment, pas plus que toi, donc ça dépend à qui on parle, mettons. D'accord. Dans la dernière année, là, avec la COVID, on s'entend que ça a été un accélérateur. Là. Je suis pas en train de dire que c'était positif, la COVID, mais de mon côté, ça l'a été en éducation. Même si on a eu de grands défis puis que ça a été pas facile, ça a eu le bon côté positif d'être un énorme accélérateur. J'ai vu plein d'appareils entrer dans les écoles. Les gens ont développé des compétences numériques à vitesse grand V. Donc, des gens qui avaient peut-être mis ça de côté par le passé puis qui s'étaient concentrés sur d'autres choses se sont mis à se former au numérique. On s'entend que les demandes dans la dernière année là, de profs, ils ont
explosé là, du côté des conseillers pédagogiques. Je t'ai dit que c'est la même affaire du côté des entreprises. Ben, en fait, tu sais, moi, je suis dans l'aéronautique, fait que c'est clair que la pandémie, la COVID, c'est pas le fun. On pourra pas dire que ça a été positif. Ah non, vraiment pas. Non. L'industrie s'est écrasée. Ouais, c'est des avions qui se sont écrasés complètement. Il y a plus de vols pratiquement dans le monde. On est à 20%. Donc, c'est clair que dans mon domaine, dans mon champ d'expertise, spécifique qui est l'aéronautique, c'est pas positif. Par contre, on a vraiment clairement vu une distinction entre les entreprises qui étaient un peu plus prêtes que les autres dans toutes les sphères d'activité, pas juste dans l'aéronautique. Puis même que dans un article publié par la presse canadienne, Timothy Lane, qui est le sous-gouverneur de la Banque du Canada, il disait que les effets négatifs de la pandémie sur la croissance canadienne ont été beaucoup moins prononcés que prévu. Puis ça s'explique, comme il disait, par l'adoption rapide des outils numériques telle la vidéoconférence. Fait que les entreprises qui ont mis en place des technologies, dans mon cas, nous, on a mis en place des téléphonies IP connectées sur les ordinateurs, on a fait ça. Ça faisait des années qu'on en parlait parce que la pandémie est arrivée. Ça nous a forcé à le faire rapidement. Par chance, j'avais quelqu'un dans mon entreprise qui était un expert vraiment solide, puis on a réussi à mettre ça ensemble en place. Mais évidemment, c'était pas nécessairement positif. Mais sur l'aspect numérisation, puis avancée technologique pour les employés, ben ça a pu permettre de faire avancer plus rapidement. On va voir aussi dans certains épisodes, les entrevues qu'on a fait, là, qu'est-ce qui a fait que des entreprises ont pu se démarquer. On a des entrevues avec des entreprises qui ont triplé leur croissance. On a une entrevue avec une entreprise qui a eu une croissance phénoménale durant cette période-là, mais évidemment, c'était des entreprises dans le contexte numérique. De mon côté en éducation, j'aime dire que tout le monde a monté d'un cran, là, tout le monde a monté de niveau. Mais c'est pas tout le monde qui était au même niveau. Fait qu'il y en a qui partaient de plus bas que d'autres. Ouais. J'ai dit que c'était un peu pareil en entreprise. Là. Il y a des compagnies qui avaient rien du tout. Ouais. Tu sais, je pense à des petites PME qui avaient même pas de site web ou pas de site en ligne transactionnel ou autre. Ben, eux autres, la marche a été haute, mais ils ont fait un pas de plus. Mais c'est la même chose que j'ai vu avec les enseignants. Il y en a, j'ai accompagné des enseignants qui savaient pas comment prendre leur courriel à distance. Là. Ils le prenaient sur le poste qui était disponible dans leur salle de classe physiquement, là. Une tour qui reste en place tout le temps. Mais j'ai aussi accompagné des enseignants qui, eux, puisqu'ils avaient déjà une aisance, ont juste poussé la note encore plus, puis ont fait, par exemple, du Minecraft éducation à distance, en enseignement à distance avec des élèves. Donc, tu sais, tout le monde y est allé, tout le monde a fait le pas de plus en numérique. Maintenant, il faut juste continuer dans cette lancée-là. C'est ce que j'espère qu'on va inspirer les gens avec les différents exemples qu'on va montrer de continuer d'aller de l'avant. Là, c'est ce qu'on a mis en place, faut pas reculer. Ouais. Ce que j'ai vu beaucoup aussi, ça a créé des gaps entre différentes personnes en entreprise. C'est des gens qui étaient hyper performants dans un environnement bureau où ils collaborent puis qu'ils peuvent aller à la machine à café, s'assurer que leur projet avance ici et là. Ils ont perdu plein de points de référence qu'il y avait puis qui étaient pas nécessairement habiles en technologie, puis des gens qui l'étaient, ben eux autres se sont démarqués. Fait que même en entreprise, il y a eu des revirements des fois qui ont été surprenants, des gens que tu disais OK, ça c'est mon key player, puis hop, OK, il va falloir l'accompagner parce que c'est pas facile. Puis un jeune qui était plus récent d'entreprise, poum, lui pognait du galon, puis là ça se mettait à devenir un nouveau key player qui était inattendu parce que lui les technologies les possédait puis il était plus rapide à l'adoption de ces outils-là. Donc ça aussi, ça a fait des gros écarts entre les personnes. Mais ça a fait un peu la même chose en éducation. On a vu, les parents ont pu voir, vu l'enseignement à distance, là, ils ont pu voir justement les habiletés technologiques de chacun. Puis d'une école à l'autre et d'un enseignant à l'autre, c'était pas nécessairement égal. Là. Ben non, si on prend une enseignante qui avait jamais fait du numérique, puis tu prends l'autre qui avait déjà, par exemple, tous ses élèves sur Google Classroom depuis le début de l'année, ben quand on a tombé à distance, cette personne-là était plus à l'aise à continuer à partager des documents en mode numérique et tout, alors que l'autre qui était juste papier-crayon, la marche était un peu plus haute. Fait qu'effectivement, ça a créé des comparaisons peut-être au niveau... peut-être de la part des parents, mais au niveau des collègues, il y en a qui sont ressortis. Puis tu pouvais être une enseignante, par exemple, ultra efficace dans ta salle de classe, mais là, le numérique venait te déstabiliser.
et autres. Donc, on a vu ça aussi. Ouais, comme parent, tu as 3 enfants qui ont plusieurs profs chacun de leur bord, un au primaire, l'autre au secondaire, et ainsi de suite. Puis tu vois les différents clivages qui existent entre chacun des enseignants. C'est clair que ça leur sortit, là. Alors, je te propose pour débuter notre balado qu'on commence par comprendre c'est quoi le plan numérique ou le plan d'action numérique en éducation. Et j'ai demandé à Benoît Petit de venir nous en parler. Le plan d'action numérique a été lancé là en 2018. J'étais là au lancement du plan numérique. Là, c'était le 30 mai 2018. Pour les crinqués du numérique puis les passionnés qui faisaient déjà du numérique à l'école, c'était comme si le ministère venait de dire oui, vous faites la bonne chose, maintenant on en veut plus de ce que vous faites. Donc, je me souviens d'avoir été très, très, très heureuse de ce lancement-là. Donc, je vais laisser la place à Benoît Petit, mon collègue du récit, nous parler, se présenter, puis nous parler dans une entrevue. Donc, je te propose qu'on aille écouter ça. Parfait, on va écouter Benoît. Alors, bonjour Benoît, merci d'avoir accepté de nous parler du plan numérique en éducation. Bonjour Alexandra, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur que tu penses à moi pour ça. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, moi je suis conseiller pédagogique. Je travaille au sein du Récit. Le Récit, c'est un réseau de personnes ressources, principalement des conseillères, conseillers pédagogiques, qui soutiennent les enseignants, le personnel scolaire, les directions d'établissement partout à travers le réseau scolaire pour intégrer le numérique à l'école. Donc, mon travail à moi, je travaille au centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, puis on est mandaté, notre centre de services scolaire, pour offrir 2 services qu'on appelle des services nationaux du récit ou des services spécialisés. On a un service spécialisé dans le domaine du développement de la personne, c'est-à-dire éthique et culture religieuse et éducation physique et à la santé, auquel on a ajouté des mandats récemment, notamment en éducation à la sexualité, puis aussi en développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Mais aussi, on a un autre service national qui vise à accompagner les gestionnaires scolaires. Moi, mon mandat est principalement dans ce domaine-là, dans ce dossier-là, c'est d'accompagner les gestionnaires scolaires à justement mettre en œuvre le plan d'action numérique dans le milieu scolaire. Mais parlant du fameux plan numérique en éducation, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse, le plan numérique en éducation? Ben, le plan d'action numérique, en fait, il date de 2018, on le sait. Puis ce plan d'action-là a été mis en place par le gouvernement à l'époque qui jugeait que on est à l'ère du numérique et que l'ère du numérique, ça nécessite qu'on le prenne comme tel et que c'est un changement important. Quand on dit l'ère du numérique, c'est pas banal. Michel Serres, un philosophe français, disait que l'ère du numérique, c'est aussi important que l'ère de l'imprimerie. Okay? Et quand on dit l'ère de l'imprimerie, on sait à quel point ça a été marquant dans l'histoire de l'humanité, à quel point ça a changé le rapport au savoir, mais c'est la même chose qui est en train de se passer. À l'ère du numérique, c'est pas seulement notre manière d'accéder à l'information, mais c'est notre manière de penser, notre manière d'interagir, notre manière d'être avec les autres. C'est en train de transformer de façon magistrale, dans le fond, nos rapports aux autres et notre manière d'entrevoir l'humanité. Donc, est-ce que le plan numérique, excuse-moi. Oui, vas-y. Est-ce que le plan numérique, là, c'est, là, toi, tu interviens au niveau du primaire, secondaire, je déduis. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que ça se continue aussi au collégial, à l'universitaire? Est-ce que ça englobe, là, tous les niveaux d'éducation? En fait, oui, le plan d'action a été vraiment fait là, du préscolaire à la fin de l'université, en passant par la formation générale des adultes, la formation professionnelle. Tous les secteurs, dans le fond, d'éducation sont touchés par le collégial, évidemment, bien évidemment, et touchés aussi par le plan d'action numérique. Et ça s'adresse à tous les acteurs. Donc, c'est pas seulement pour les élèves ou les apprenants, c'est pour tous les enseignantes et enseignants, pour tout le personnel scolaire, les directions d'établissement. On veut développer des compétences numériques. D'ailleurs, ça en fait partie du plan d'action numérique. C'est développer des compétences, la compétence numérique. C'est développer ça chez tout le monde, à tous les niveaux, et même chez les adultes, parce qu'on sait, c'est pas parce qu'on l'a intégré à l'école pour les élèves que tout le monde a besoin de s'approprier les compétences numériques. C'est quelque chose qui évolue tellement rapidement. Le numérique évolue à une vitesse tellement grande qu'on a tout le monde toujours des choses à apprendre par rapport au numérique. Donc, vraiment, le plan d'action numérique, il vise tout le monde. Il vise à vraiment faire en sorte que notre société soit capable de développer des citoyens qui vont être compétents avec le numérique à l'ère du numérique.
Et qu'est-ce que ça veut dire là, concrètement au niveau des différentes mesures du plan numérique? Je déduis là, qu'il y a des mesures budgétaires, mais Oui. aussi des mesures d'accompagnement, de formation, parce que c'est pas tous les enseignants qui sont nécessairement à l'aise avec toutes les dimensions du numérique, j'imagine. Oui, oui, Qu'est-ce oui. que ça veut dire concrètement là, au Ben, niveau des concrètement, différentes mesures? dans les mesures, j'ai dit tantôt qu'il y avait la compétence numérique. Ça a été la première mesure, c'était de mettre en place on disait des compétences numériques. Quand c'est atterri, c'est devenu une compétence numérique avec 12 dimensions. On pourrait y revenir. Mais c'est aussi plusieurs mesures qui visent à outiller, équiper les milieux, qui visent à former, accompagner le personnel scolaire, à former les élèves, et qui vont prendre à même aller jusqu'aux parents, hein, à accompagner les parents dans ça, impliquer les parents. Donc, travailler à différentes dimensions qui vont faire en sorte de à la fois développer des personnes qui vont être compétentes, mais aussi qui vont développer, par exemple, leur capacité à réfléchir, à prendre du recul, à avoir une réflexion éthique sur l'utilisation du numérique. Donc, tous ces éléments-là font partie des 33 mesures qu'on trouve là, qui vont être là, mais qui vont être à la fois qui vont être des budgets, mais qui vont être aussi des actions très concrètes. Puis, on l'a vu là, récemment, de la dernière année, ça a pris des formes parfois accélérées à travers la pandémie, là, comme par exemple l'équipement dans les milieux a été accéléré, la formation, l'appropriation de différents outils, entre autres pour apprendre à distance, notamment, on l'a vu cette année, c'est devenu comme un accélérateur du plan d'action numérique d'une certaine manière. Donc, mais ça était déjà là, c'est pas nouveau. Même la formation à distance, on a l'impression que la formation à distance a été créée par la pandémie, mais non, il y avait déjà dans les services du récit déjà un plan qui était en train de mettre en place la formation à distance pour les élèves du primaire et du secondaire pour répondre à différents besoins, notamment, on pense à la scolarisation à domicile ou encore des élèves qui ont des besoins particuliers ou qui sont malades ou qui sont absents de l'école pendant une longue période ou encore qui font, par exemple, du sport-études et qui doivent s'absenter de l'école à différents moments de l'année. Donc, déjà, il y avait cette pensée-là qui était là, présente avant la pandémie. Donc, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment accéléré. Peux-tu me donner des exemples concrètement, là, comment ça se vit le plan numérique là, dans une école primaire, une école secondaire? C'est sûr qu'on on a parlé un petit peu des 12 dimensions, donc ça peut se vivre de toutes sortes de façons, mais as-tu quelques exemples qui te viennent en tête, là? Ben oui, écoute, il y a quand même des centres de services scolaires qui, depuis avant même le plan d'action numérique, avaient commencé à mettre en place, par exemple, des politiques claires au niveau de l'ensemble du centre de services scolaires, ou par exemple, je te donne le centre de services scolaires de la Seigneurie des Mille-Îles, par exemple, où ils ont dit, pour eux, pour le numérique à l'école, pour nous, là, c'est éduquer au lieu d'interdire. Alors ça vient changer une manière de penser, une manière de vivre qui fait en sorte que ce qu'ils ont fait, par exemple, concrètement dans le centre de service scolaire depuis plusieurs années, ils ont permis l'accès des appareils des élèves à l'école, l'accès au réseau Wi-Fi partout dans toutes les écoles. Le réseau est accessible à n'importe quel appareil de nos élèves. C'est aussi de dire, de voir les outils numériques comme quelque chose qui est un outil qui va m'aider. Je donne un exemple, une enseignante dans ce même centre de service scolaire-là, qui a décidé de laisser entrer les appareils des élèves dans la classe, mais elle a mis en place une réflexion avec ses élèves. Elle leur a appris, puis même ce qu'elle dit à ces élèves-là, ton téléphone cellulaire en classe, ça s'appelle pas un téléphone cellulaire, ça s'appelle un outil numérique. Puis quand tu viens à me voir pour savoir si tu peux te servir, tu me dis pas est-ce que je peux me servir de mon cellulaire, c'est est-ce que je peux me servir de mon outil numérique? Parce que ce qu'elle veut, c'est elle veut induire dans l'esprit de l'élève que son cellulaire, c'est autre chose que juste un jouet ou un outil pour se socialiser avec ses amis, mais c'est vraiment un outil de travail puis d'amener à l'élève à percevoir que c'est un outil puissant qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, c'est des exemples concrets. Je donne un autre exemple dans la région cette année. Par exemple, il y a dans la région de Drummondville, une direction d'établissement qui a décidé, avec des enseignants, de se demander comment nous, on va mettre en place le plan d'action numérique, qui ont révisé leur planification, ils ont regardé comment chaque enseignant, dans sa planification, était capable d'intégrer le numérique pour faire en sorte que le plan d'action numérique soit pas juste quelque chose d'abstrait, mais que nous, on se l'approprie puis qu'on voit comment on va développer les compétences numériques chez nos élèves directement dans la classe. Il y a de plus en plus d'écoles qui vont faire de la robotique avec leurs élèves. Par exemple, même déjà au préscolaire, ils vont apprendre à programmer des petits robots, des tout petits robots. Puis là, on va dire, pourquoi on apprend à programmer un robot pour lui apprendre à dire tourne à gauche, tourne à droite, avance, tout ça. Pourquoi? C'est parce qu'on veut développer chez nos élèves la compréhension de la pensée algorithmique.
La pensée algorithmique, qui est une opération mathématique conditionnelle. Si je fais ceci ou fais cela, alors il va se produire ceci. Et en faisant programmer nos élèves comme ça, on les amène à comprendre le monde qui les entoure et qui influence leurs choix, leurs décisions chaque jour, parce que porter un cellulaire sur soi chaque jour, ça vient conditionner tes comportements. Mais si je comprends pas pourquoi ça arrive, comment ça fonctionne, ben c'est sûr que là, je peux avoir des fois l'impression que je suis contrôlé par le numérique. Alors que si je comprends ce qui se passe, mais je suis capable de faire des choix conséquents, puis d'être conscient que mes choix vont amener des impacts et que ça, tout ça fonctionne par des algorithmes. Mais actuellement, quand je fais le tour des écoles, puis que je demande à les profs, êtes-vous capable d'expliquer à vos élèves c'est quoi un algorithme? Mais la plupart des enseignants sont pas capables de le faire. Ils savent pas comment l'expliquer. Donc, juste ça, là, trouver des moyens très concrets pour amener nos élèves à comprendre, puis la programmation, par exemple, ça permet de faire ça, travailler la programmation avec la petite robotique, des choses toutes simples, à travers des jeux très ludiques, mais ça permet, et on voit de ces choses-là de plus en plus qui émergent dans les milieux scolaires. Ce sont des exemples très, très concrets, tout simples, qui permettent de travailler à développer cette intelligence du numérique chez nos élèves. Parce que le numérique est tout autour de nous. Puis d'ailleurs, dans les 12 dimensions, là, qui est une espèce de cercle, là, je le décris, mais on est à l'audio, là, mais au centre, il y a être citoyen à l'ère du numérique. Pourquoi ça, c'est au centre? Pourquoi c'est aussi important de développer des citoyens? Nous, on dit à l'ère du numérique au lieu des citoyens numériques. Pourquoi? En fait, agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est vraiment le cœur. Et ça, là, ça a été salué partout à l'international, OK, parce que c'est unique au monde, OK? Il y a plusieurs référentiels de compétences numériques qui ont été développés partout, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Et ces référentiels-là, au Québec, on est le seul qui a mis l'éthique au cœur. La citoyenneté et l'éthique au cœur de la dimension. Et quand on dit au cœur, là, vraiment, tu l'as dit, c'est un cercle, ça veut dire que il y a 12 dimensions. C'est pas juste que c'est la première dimension, c'est qu'elle est au cœur. Et pourquoi elle est au cœur? Parce que agir en citoyen éthique, ça vient dire à la fois comment on va développer l'ensemble des autres dimensions, c'est-à-dire avec une réflexion éthique derrière. Donc, c'est pas juste faire du numérique pour faire du numérique, c'est qu'on veut amener nos élèves à réfléchir à tout ce qu'ils font, à penser aux impacts, à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire comme choix, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi, collectivement avec les autres, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on va faire comme choix qui va en conséquence de ça. Mais c'est aussi que ça vient nous dire pourquoi on fait tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est au cœur. C'est à la fois pour nous dire pourquoi on agit, pourquoi on va développer la capacité à collaborer avec les autres, pourquoi on va travailler à être capable de maîtriser les outils numériques, pourquoi je vais développer ma littératie, pourquoi je vais développer toutes ces choses-là, mais aussi comment je vais tout faire ces choses-là. Donc, c'est pour ça que c'est au cœur, ça, puis c'est pour ça qu'on dit éthique. Puis là, je sais que tu as un autre balado sur ça, là, mais juste un petit mot sur le mot éthique. Là, mais l'éthique, c'est différent de la morale. Hein. La morale, c'est souvent de dire, voici ce qu'il faut faire, alors qu'en éthique, c'est vraiment plus de se demander, ensemble, réfléchissons à ce qu'on veut qui va être le mieux pour tout le monde. Ensemble, en tenant compte des points de vue des uns et des autres. Et c'est différent comme approche, parce que c'est vraiment c'est à travers le dialogue que tout ça se passe. Si on fait le pont avec le milieu du travail futur de nos élèves, pourquoi est-ce que ces 12 dimensions-là ou ces habiletés numériques, ces connaissances, cette éthique numérique-là est importante pour leur travail futur? Ben, écoute, on l'a dit dès le début, l'ère du numérique, c'est pas pour rien. C'est omniprésent dans nos vies. On le voit de plus en plus. En plus, on a des objets connectés partout à la maison. Au travail, de plus en plus. Écoute, on voit... J'ai vu des gens de la construction qui travaillent avec des exosquelettes, ok, des exosquelettes qui font en sorte qu'on va protéger les articulations qui sont sursollicitées. Alors, on va utiliser pour un bricoleur, par exemple, un exosquelette qui va venir les gestes répétitifs. Mais tout ça passe à travers le numérique. Mais si on vit dans une société où le numérique est de plus en plus présent, on a nécessairement besoin d'être capable de comprendre puis d'être capable de s'en servir. Et écoute, je regarde, moi j'ai des enfants, c'est des jeunes adultes.
au travail, là, c'est clair que l'utilisation de leur téléphone cellulaire, par exemple, c'est un outil de travail et leur employeur s'attend à ce que leurs jeunes soient capables de s'en servir, que ce jeune adulte-là qui arrive dans le milieu du travail soit capable de s'en servir efficacement pour travailler, pas juste pour recevoir un appel de son patron, un texto de son patron, là, mais pour être capable de dire, hey, j'ai un calcul à faire, j'ai ici à ça, j'ai ça à mesurer, je m'en sers pour faire un niveau, je m'en sers pour toutes sortes d'affaires, mais aussi, c'est que de plus en plus, les technologies sont rendues à travers le travail. On va avoir automatisé des choses, on va avoir des trucs, plein d'éléments comme ça. Donc, l'ère du numérique, c'est pas quelque chose qui est passager ou c'est pas une mode. C'est vraiment c'est de plus en plus présent. C'est pas en train de s'éteindre, c'est en train d'augmenter à la fois dans notre vie quotidienne, à la maison, dans des objets connectés et tout ça, mais aussi au travail, dans tous les domaines où on est, mieux maîtriser ces outils-là, mais aussi et surtout, maîtriser des compétences humaines qui vont avec ça. Parce qu'être capable d'être créatif, d'être collaboratif, d'entrer en relation avec les autres, ça devient de plus en plus important pour que le numérique devienne pas, comment je dirais, qu'il devienne pas. Des fois, on a peur que le numérique remplace l'être humain, mais ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que le numérique vienne augmenter l'humain, dans ce qu'il est de mieux aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le réfléchir ensemble. C'est pour ça qu'au quotidien, dans notre travail, dans le monde dans lequel on vit, on a absolument besoin de développer ces compétences-là, toutes ces dimensions-là, dans le fond, pas seulement les dimensions techniques, mais aussi les dimensions humaines qui se vivent à travers le numérique, pour éviter ce que certains ont peur, hein, on parle des fois de transhumanisme. C'est comme si on dit, bon, on va devenir des semi-robots, alors que je cherche son nom, comment il s'appelle, un Français, ça va m'en venir tantôt, mais lui, ce qu'il parle, c'est qu'il parle d'hyperhumanisme, ok? L'hyperhumanisme, c'est l'idée qu'on va se servir du numérique pour devenir collectivement meilleur. Et que on va développer à travers ça des valeurs communes comme le souci de l'autre, comme le partage, comme l'entraide, comme l'ouverture à l'autre et tout ça qui vont faire en sorte qu'on va augmenter nos capacités humaines parce qu'on va avoir cette réflexion-là, alors que pour lui, le transhumanisme, c'est une augmentation égocentrique de l'être humain. Alors, quand on va augmenter les capacités collectives centrées sur le mieux-être collectif, mais c'est là qu'on va gagner tout le monde. Donc, important pour le milieu du travail, mais important pour notre société en général, oui. se questionner, puis de développer nos aptitudes numériques et nos réflexions numériques. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir parlé du plan numérique en éducation. Ça me fait vraiment plaisir, Alexandra. Merci, bravo pour ce podcast, ce balado super intéressant. J'ai hâte de l'écouter. Merci beaucoup. Avant qu'on réagisse là à l'entrevue qu'on vient d'entendre avec Benoît, je vais juste mentionner le nom de la personne là que Benoît arrivait pas à trouver là, il me l'a envoyé par la suite. Donc j'espère pas massacrer son nom, c'est Joël de René. Je vais mettre la vidéo que Benoît m'a envoyée dans la description de l'épisode pour ceux qui seraient curieux. Okay. Je te laisse réagir en premier. Ben, en fait, c'était vraiment intéressant comme entrevue. Moi, ça m'a fait penser quand il a parlé que c'était beaucoup plus que juste du numérique, c'est une révolution, une nouvelle façon de penser. Je fais le parallèle avec la révolution industrielle du 18e siècle avec la machine à vapeur. J'ai parlé dans l'intro plus haut, précédemment. Industrie 4.0, c'est la 4e révolution industrielle. Donc, on est au même niveau, là. C'est une révolution industrielle numérique en entreprise. Ça touche à tous les pans. Il y a même des gens qui parlent de la 5e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle, mais bon, ça, c'est des débats. On est dans la 4e, puis c'est juste une 4e avancée, mais c'est juste pour dire que ce qui fait référence avec un changement drastique, c'est la même chose en entreprise. L'autre élément aussi que j'aimerais ajouter, il a parlé, il nous mentionnait que ça permet d'étudier à distance, de s'ajuster avec des élèves qui pouvaient avoir des difficultés, des choses comme ça, ou même des élèves qui ont des tournois parce qu'ils sont en sport-études. En entreprise, c'est un peu la même chose. Une entreprise qui a des facilités de
travaillent dans un environnement numérique et collaboratif numérique, puis avec des employés qui sont aptes et habiles à ça, ben ça facilite encore plus le travail famille. Tu sais, tu peux après ça plus facilement gérer ton horaire. Tu pourrais dire, bon, ben après-midi, je vais travailler de la maison parce que les enfants vont arriver plus tôt pour telle chose ou ainsi de suite. Donc, on est en diapason avec ce que Benoît dit, même en entreprise. Beaucoup plus de flexibilité là, que ça Ben apporte. oui, ben oui. Moi, de mon côté, ce que je retiens, c'est beaucoup l'importance de la réflexion, qu'on fasse ensemble en équipe école, par exemple. Je déduis que ça serait la même chose dans le milieu du travail, en équipe de travail, qu'on fasse la réflexion, d'avoir une vision commune sur comment on va implanter ce numérique-là pour que ça fonctionne. Les exemples qu'il a donnés, ben tout le monde s'est rallié, tout le monde a embarqué parce que tout le monde a fait partie de cette réflexion-là puis de cette vision-là. J'aime aussi qu'il ait mentionné comment c'était possible de faire du numérique, là, même avec des tout petits. Là, on parlait de maternelle puis de programmation. On n'est pas dans des choses complexes, on est dans la compréhension du numérique, dans les bases. Ça permet là de comprendre l'impact d'avoir, par exemple, le cellulaire avec nous en tout temps, d'y réfléchir, de faire des choix éclairés quand on choisit des outils. Et j'ai particulièrement aimé que Benoît dise que c'est pas une mode. J'en côtoie des gens là, qui font « moi, je crois pas à ça ». C'est pas une croyance, c'est pas une mode, c'est pas quelque chose qui va passer, c'est déjà là, on est déjà dedans. Donc, on peut pas dire « ça m'intéresse pas » ou « moi, je crois pas à ça ». J'ai des amis à moi, enseignants, qui m'ont déjà dit « moi, il y a pas un écran qui va rentrer dans ma classe ». On veut des noms. Non, je donne pas de nom, mais on peut pas, là. J'aurais aimé, là, j'ai pas revu ces amis-là, d'ailleurs, depuis la pandémie, là, j'aurais aimé voir comment ils se sont débrouillés, pas d'écran, justement. Ouais, mais c'est comme impossible, hein? C'est comme impossible. On peut, par contre, avoir différentes valeurs en lien avec le numérique. Ça, c'est correct, mais on peut pas nier. C'est pas une mode. On peut pas juste dire ça existe pas, là. Je pense que c'est pour ça que quand on parle d'éthique puis qu'il disait que c'est au cœur, c'est au centre, je pense que c'est la conversation que tu as eue avec lui. Ben, c'est un peu ça. C'est que c'est pas une mode. Puis après ça, on peut avoir des conceptions, des compréhensions différentes, des choix différents, des valeurs différentes, mais il faut avoir une compréhension commune. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir une même page commune. Puis après ça, on part de là puis on s'ajuste. Benoît a abordé justement le fameux « agir en citoyen éthique à l'ère du numérique ». On va l'aborder d'ailleurs pour les 2 prochains épisodes. C'était assez costaud comme dimension, donc ça valait 2 épisodes complètes. On va avoir un épisode où on voit qu'est-ce que c'est au niveau de l'entreprise, puis au niveau de l'éducation, puis on va faire bien sûr dans les 2 cas le pont. Donc, on vous invite à écouter la prochaine épisode pour découvrir Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Super!